Donc je crois que je vais casser le mythe, hein, en disant que j'ai commencé à fumer à l'âge de 11 ans. J'ai connu après l'alcool, les boîtes, la drogue. Par contre, alhamdoulilah, les hommes, ça n'a jamais été mon truc. Mais sinon, j'ai tout essayé, tout ce qui pouvait être essayé, je l'ai fait. En fait, j'étais très ignorante, je pensais que c'était le physique qui comptait. Enfin voilà, pour les hommes quoi, en général. Et en fait, c'est n'importe quoi parce que tu peux pas te me jeter en pâturage comme ça devant les autres, devant les hommes surtout. Voilà, je me faisais des colorations, je me maquillais. Et bon, ça, c'est une période que je regrette en fait. C'est le chétan qui m'a dit cherche à te marier, regarde, si tu te maquilles comme ça, tu te coiffes comme ça, tu vas trouver un mari, alors qu'en fait, non, pas du tout. Non, parce que je fais beaucoup de dépression à cause de mes péchés. Quand je pense à mes péchés, voilà, ça m'affaiblit psychologiquement. Chacun notre passé, on a chacun repenti, déjà. J'en ai pleuré pour ce que j'ai fait. Cette vie que j'ai en djilbab et en niqab, ça m'a libérée en fait de cette hypocrisie qui était de... Voilà, t'es à Rome, tu vis comme les Romains, je me sentais obligée de vivre comme les mécréants. Et c'est vrai qu'avec mon mari, je sais pas, je sens une certaine protection, un certain bouclier. Je sais que Allah, il me l'a mis sur mon chemin parce que il voyait que j'étais en train de... J'allais mourir mécréante finalement. J'allais mourir mécréante, c'est-à-dire que j'étais dans ma petite vie, les concours de gardien de la paix, tout ça, et Dieu, il a voulu. Il s'est dit non, tu peux pas être complice, tu vas te rendre complice de beaucoup de crimes finalement si tu réussis ton concours. Allah, il a choisi notre voie pour moi, c'est-à-dire que quelques années après, j'ai mis le djilbab, j'ai mis le niqab, et alhamdoulilah en fait. Il n'y a pas meilleure voie, il n'y a pas meilleur métier pour une femme que ça en fait. C'est-à-dire, voilà, se marier, s'occuper de ses enfants, de son mari, voilà. C'est ça en fait. La vraie vie d'une musulmane, pour moi, c'est ça en fait. C'est se consacrer à Dieu. Ce que j'ai pas pu faire quand j'étais plus jeune, j'essaye de rattraper maintenant. Personne ne m'a jamais, on va dire, guidée, hein, vers l'islam, vers le voile, vers quelque chose. Personne ne m'a conseillé de mettre le voile. C'est moi qui ai dû chercher toute seule. Après, c'est moi qui ai dû oui, faire mes recherches, me repentir pour moi-même, parce que c'est pour moi que je le fais. Et pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour mes parents ou pour, voilà, c'est pas pour les créatures de ce bas monde. Quand je me suis mariée au début du mariage, je le portais pas. C'est moi qui ai dit à mon mari, je voudrais bien porter le niqab, voilà. Et un jour, donc, il me l'a acheté, il me l'a ramené un soir, et puis... et à partir de ce moment-là, je sortais le visage couvert. Le 30 décembre 2013, je me suis dit, je ne sors pas sans mon voile. C'est hors de question, je ne sors pas sans. Et quand je l'ai mis, je me sentis assez bien, je me sentis bien et protégée. Je l'ai porté pendant 2 jours, le hijab, hein, le normal. Et puis j'ai mis le jilbab. Et ça, c'est resté mon coup de cœur, hein, mon jilbab, mon coup de cœur. J'ai commencé avec 2 jilbabs, j'en reviens avec 15 maintenant. Alhamdulillah, j'ai une belle collection. Le niqab, maintenant, ça doit faire... allez, ça doit faire 1 mois que je le porte. Et je suis vraiment heureuse de le mettre. Malheureusement, chaque fois, on me l'enlève. Donc quand il y a un contrôle de police, c'est enlevé. C'est mon corps, c'est ce qui m'appartient, c'est ce que j'ai envie de montrer. C'est pas ça la vraie liberté, de pouvoir montrer ce que moi j'ai envie de montrer. Parce que c'est pour eux, la liberté, c'est de mettre des hauts talons, de mettre du maquillage, c'est ça la liberté pour eux. Non, je suis désolée, ils ont qu'à s'habiller comme ils veulent, et moi je m'habille comme je veux. C'est aussi simple. Pourquoi est-ce que moi je devrais me forcer à m'habiller comme elles? Alors à ce moment-là, je serais oppressée. Mon style, en tout cas, donc le style qui est pour moi, n'a pas changé. Je suis toujours
dans les colorations, dans me faire plaisir, dans me maquiller, mais c'est pour la maison, c'est pour moi. Et personne ne le voit à part moi. Et même si ma mère n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord que je mette le voile, mais elle n'est pas d'accord non plus que je me colore les cheveux. Donc c'est un peu bizarre. C'était un choc que je le mette parce que moi, ils m'ont connue avec des colorations extravagantes, des piercings. Ils m'ont connue vraiment ouverte et puis me voir avec mon voile, ils se sont dit oui, qu'est-ce qui lui arrive? Donc j'ai eu des couleurs de cheveux bordeaux, euh, rose fuchsia, un rose un peu plus clair, un mauve, un bleu, du vert. Quoi encore? J'ai eu un moment du blond avec du brun, donc un ombré. J'ai eu beaucoup de couleurs de cheveux différentes et ça me dérange pas du tout. Enfin, c'est ce que j'aime bien en fait, c'est ma personnalité et personne ne le voit. Et c'est pour moi que je le fais. C'est pour me plaire à moi parce que j'aime bien les couleurs. On dit il y a de plus en plus de femmes voilées, mais c'est vrai en fait. C'est assez ironique de voir que les lois comme celle du 15 mars 2004 ou du 11 octobre 2010, c'est des lois qui avaient pour volonté de libérer les femmes et finalement de plus voir de femmes voilées, finalement, bah, elles ont eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de femmes qui ont décidé de porter le voile. Pourquoi? Parce que lorsqu'on empêche les gens de vivre librement et sereinement leur identité, bah, ils vont avoir tendance à vouloir s'y accrocher encore plus en fait. Et du coup, je pense que vraiment, cette volonté d'exprimer son identité dans sa pluralité, son identité en tant que française, je parle pour les femmes, mais aussi en tant que musulmane, eh bien, ça s'exprime encore plus aujourd'hui qu'elles sont largement stigmatisées et finalement opprimées, non pas par leur religion ou leur culture, mais par l'État français. S'il n'y aurait pas eu la loi, je pense pas que j'aurais pensé à le porter. Parce que je me suis dit, ben écoute, c'est autorisé, c'est pas si grave que ça, ou bien c'est pas si important que ça. Bon, en fait, si c'est interdit, c'est peut-être pour une raison, c'est peut-être qu'en vérité, il faudrait qu'on le porte et que c'est encore peut-être une épreuve. Hein, on peut jamais savoir, c'est peut-être une épreuve de la subhanahu wa ta'ala, donc voilà. C'est pour ça que je le mets et je compte pas l'enlever de sitôt. Inch'Allah. Alors quand j'ai commencé à porter le niqab, enfin le sitar, c'était en plein, c'était pendant le gouvernement de Sarkozy. Et bah, ça tombait en plein dans la polémique sur la loi de l'interdiction du port du niqab. Et en fait, non, ça m'a pas fait reculer en fait. Ma mère ne veut pas parce qu'elle croit que je vais aller en Syrie. Elle est déterminée, enfin, dans sa tête, c'est comme ça. Elle croit que je vais aller en Syrie faire un djihad qui n'est pas le nôtre. Euh, alors que non, pas du tout. Et puis elle dit aussi que je vais me fermer beaucoup de portes. Elle dit comme quoi que je pourrais pas aller travailler, que je pourrais pas aller faire plein de choses, quoi. Donc, d'un côté, la raison ce sera difficile pour le travail, mais voilà, c'est mon choix, c'est pas les siens. Elle a vécu sa jeunesse comme elle a voulu. J'ai envie de vivre la mienne comme j'ai envie. D'ailleurs, elle s'amuse à me les cacher, mais c'est pas que j'en ai 5. Donc elle peut toujours s'amuser à les cacher. Je les retrouvais et j'en ai plusieurs. Nous, les femmes musulmanes, on évolue dans une atmosphère très pesante et quand même très hostile. En fait, le mot, c'est hostile. Et en fait, moi, je me considère comme privilégiée en tant que femme musulmane. D'abord parce que je reste une blanche, avec un patronyme blanc. Et donc je suis largement privilégiée comparée à des femmes musulmanes qui sont d'origine maghrébine, d'origine africaine ou même asiatique, enfin qui ne sont pas, qui sont non blanches en fait, qui sont racisées. Du coup, elles subissent trois stigmates: être une femme, être racisée et être voilée, ou en tout cas avoir un signe d'appartenance religieux. Et du coup, cette atmosphère hostile, elle se manifeste dans chaque étape de notre vie, dans chaque espace qu'on est potentiellement amené à fréquenter. Donc le monde du travail, n'en parlons pas, c'est très compliqué. L'espace public, comme je disais, moi j'ai déjà été insultée plusieurs fois dans les transports. Ça peut être, même par exemple, on a envie de faire du sport ou d'aller au bowling, ben, on peut à n'importe quel moment être confronté à une discrimination. C'est extrêmement lourd à vivre. Il faut ruser pour sortir, pour pas croiser un islamophobe ou la police. Ça, c'est terrible. Je me souviens très bien, c'était le 28 septembre 2016. J'ai quelques problèmes de santé, donc j'allais chez ma doctoresse avec mon fils de 3 ans. Je vois des policiers qui stationnent devant le cabinet de la doctoresse. Ils veulent me verbaliser par rapport au fait que je porte le niqab. Je me suis dit, bon, ok, je vais enlever mon niqab, j'ai soulevé mon niqab.
Comme ça, ils vérifient mon identité et voilà, c'est tout, ça va prendre fin. Et en fait, en dessous de mon niqab, il se trouve que j'avais un masque de chirurgical. Et ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu non plus. Ils m'ont dit non, vous enlevez votre masque. Je suis pas hors la loi. Vous m'avez dit d'enlever le niqab, j'ai enlevé le niqab. Et voilà, il se trouve qu'en dessous, j'ai un masque chirurgical, j'ai des problèmes de santé. Il a rien voulu entendre. Donc il y a ses collègues qui sont arrivés en renfort. Et ils m'ont dit bon, vous voulez pas l'enlever, bon, on va vous embarquer. Je me suis dit si, attendez, je vous montre mon visage, mais je le remets. Ils ont dit non, c'est trop tard, on vous embarque au commissariat. Ils m'ont mis dans une cellule avec mon fils. Que mon fils, il dit mais là on est au Habès, on est en prison. Enfin, il se demandait, il était choqué, mais il arrêtait pas de dire on est au Habès, on est au Habès. Mais j'ai dit oui, j'ai dit on est au Habès parce que maman elle porte le niqab. Et ce qui m'a choquée d'autant plus, c'est que quand ils m'ont mis dans la cellule avec mon fils, ils m'ont pris mon sac à main, ils m'ont pris mes effets personnels, tout ça, tout ce que je tenais, même mes radiologies, même mes radios, que je devais montrer au médecin. Et ils ont pris le jouet parce que mon garçon, il aime bien sortir avec il aime bien prendre un petit jouet avec lui quand on sort. Quand on sort. Et il avait un petit lion en plastique. Ils lui ont même pris son petit lion en plastique, ils ont même pris son jouet, quoi. Ils nous ont gardés pendant 1 heure. Bon, Dieu merci, c'est pas 24 heures. Ils m'ont encore fouillé. La flic, là, la femme flic, elle m'a refouillé et puis son collègue il disait ouais non mais qu'est-ce que c'est que ça et vous allez m'enlever, vous m'enlevez le voile que vous avez, enfin le haut du djellab en fait il voulait dire, il dit ici c'est vous gardez pas votre voile sur la tête. J'ai dit écoutez, il n'y a aucune loi qui interdit le hijab de se couvrir les cheveux, donc non, je l'enlèverai pas. Et bon là, je l'ai traité de pervers et de sadique. C'est ça qu'il a arrêté, quand même. Après, il est sorti de la cellule. Voilà. Il a fait pipi au lit alors que mon fils, il est propre depuis l'âge de 2 ans. Quelques semaines après, de toute façon, il disait les flics qui sont méchants, ils nous ont mis au Habès, quoi. Il dit la police, ils sont méchants. Déjà, la police, on va pas se mentir, eux, c'est depuis toujours qu'ils détestent. Ils ont la haine de l'immigré, ils ont la haine de l'islam, ils ont la haine des musulmans. Ça remonte pas aujourd'hui. Ils ont toujours eu leur haine avant même que l'État islamique existe. Plus on essaye de s'accrocher à l'islam, et eux, plus ça les dérange en fait, plus ils te font des problèmes. C'est une loi qui est n'importe quoi. Voilà, d'ailleurs, j'ai eu Maître Coutempère au téléphone quand je me suis fait arrêter, et elle m'a dit que c'est n'importe quoi. Elle m'a dit ils sont tarés, c'est une loi anti-musulman finalement. J'ai déjà eu un contrôle par rapport à mon niqab et les policiers ils ont demandé carrément une fouille au corps. Alors bien sûr j'ai insisté pour que ce soit une femme et dans un camion. Aucun problème, une femme elle est venue et elle m'a parlé donc quand elle était dans le camion en me disant voilà, faites pas attention, c'est vraiment un contre-cœur que je vous fouille, mais ils sont comme ça avec toutes les femmes. Chaque fois qu'ils voient une femme voilée, c'est une fouille au corps. Ils cherchent pas à comprendre le comment du pourquoi, c'est une fouille au corps tout le temps. Encore une chance, donc je me suis parce qu'au début ils me disaient fouille au corps, donc moi je demandais une femme, elle me disait oui, vous faites toujours les compliqués, vous les voilez. Je dis excusez-moi, c'est vos lois belges, c'est pas ma loi à moi, c'est vos lois belges, une femme doit être fouillée par une femme. Et je pense que si maintenant une autre femme ne connaîtrait pas donc la loi belge en disant qu'une femme doit fouiller une femme, je crois qu'elle se serait fait fouiller par un homme. Ça, j'en suis sûre à 100%. Moi, je crois que cette démarche-là, c'est pour humilier les femmes, bien sûr, c'est pour les rabaisser et leur dire que ce sont des moins que rien. Faut dire qu'eux, c'est la police, et que nous, voilà, on est des simples civils, on va dire. Et non, c'est vraiment pour les rabaisser, parce que même la femme policière, il la traite mal. Donc, il n'y a pas que les voilées, c'est même les femmes dans le poste de police. J'en ai connu une, elle était lesbienne, hein, et elle se faisait charrier tout le temps. Tout le temps. Et elle a pris sa revanche et elle est devenue un grade au-dessus d'eux, quoi. Donc, pour ça, elle a eu de la chance. Mais sinon, ils sont machos, mais le niveau, il est hard. Hein. Cette affiche représente le logo donc, de notre association, donc A des 2 L, Amazone de la Liberté.
La loi donc, a été mise en application le 11 avril 2011. Et ici, vous pouvez donc apercevoir, pour ceux qui ont l'œil, donc c'est une femme voilée intégralement de profil. Et donc elle porte un foulard dont la couleur en fait est bleu, blanc, rouge. Nous allons avec le cabinet de Maître Coutempère déposer une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Et avec ce même cabinet, nous défendons les femmes qui subissent des agressions de la part des citoyens et des abus de la part des forces de l'ordre. Aujourd'hui, ma vie, c'est ce combat. J'étais une femme comme les autres, je m'occupais de mon mari, de mes enfants, je sortais comme toutes les autres femmes. Mais l'État français m'a obligée à devenir aujourd'hui une femme combattante. L'État français m'a obligée à devenir une femme militante. Cette loi aussi donne la possibilité à tout citoyen lambda de dénoncer une femme portant le voile intégral. Et nous avons souvent des témoignages donc, sur la permanence téléphonique de femmes qui nous appellent en nous disant que les policiers sont venus les attendre à la sortie des magasins et se sont excusés en disant « Écoutez, madame, nous avons été obligés de venir vous interpeller parce qu'il y a un client du magasin qui nous a appelés plus de 5 fois. Une loi les autorise à dénoncer une femme qui porte le voile intégral afin qu'elle soit interpellée. C'est exactement les mêmes procédés qui ont été utilisés sous la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire pousser les gens à dénoncer les lieux ou les endroits où se trouvaient les Juifs. Cela a amené à des abus de la part des forces de l'ordre, à des agressions de la part des citoyens. Et lorsque ces femmes-là veulent déposer plainte, les forces de l'ordre leur répondent « Non, nous ne prenons pas votre plainte parce que vous êtes en infraction ». Donc en fait, on en est arrivé à une situation où ces femmes-là se font violenter et elles ne se font aider par personne. Nous sommes considérés par nos concitoyens comme des délinquantes ou des criminels, alors que nous avons seulement commis une infraction de 2e classe. Une infraction de 2e classe, c'est comme utiliser son portable au volant ou bien oublier de mettre un clignotant. Que celui qui n'a jamais commis ce genre d'infraction me jette la première pierre. Imaginez-vous quelques secondes, vous vous dites « Mince, il y a quelqu'un qui me dit je ne peux pas sortir de chez moi ». Aujourd'hui, c'est impensable. Pourtant, cette loi, c'est ce qu'elle a fait. Elle nous empêche à nous, femmes voilées intégralement, de sortir de notre domicile. Mais le pire, c'est pas la rue, en réalité. Le pire, c'est qu'elle nous empêche l'accès aux écoles. Elle nous empêche l'accès au commerce. Ça veut dire que finalement, on ne peut plus rien acheter. Elle nous empêche l'accès au transport en commun. Ça veut dire qu'on ne peut plus circuler. Elle nous empêche l'accès aux musées. On ne peut plus avoir une activité culturelle. Et surtout, retenez bien, le pire, c'est qu'elle nous empêche d'accéder aux professionnels de santé et aux hôpitaux. C'est là le plus dramatique. L'État français aura à répondre de ces femmes-là qu'elle met au banc de la société. La loi contre le port du niqab qui a été votée en 2010, oui c'est ça, 2010-2011, bien sûr que ça a suscité un sentiment d'injustice. Les moutons les plus dociles, ils suivent le chemin de leur gouvernement et dès qu'ils voient une femme en niqab dans la rue, dès qu'on me voit dans la rue, on me crie, on m'insulte, on m'interpelle, on me dit c'est interdit, tout ça. Donc après le fait qu'il y ait des personnes qui veuillent venger l'honneur des femmes, moi ça ne m'étonne pas du tout. Qui veuillent venger la dignité des femmes musulmanes, moi ça m'étonne pas et bon de toute façon ça me choque pas. Donc par rapport à mon niqab, il y a aussi des divergences là-dessus. Il y a beaucoup qui disent que c'est obligatoire, d'autres qui disent que non. أقول النقاب ليس واجبا شرعا ولم يكن من العادات الكلية عند العرب. كان عند بعض العرب ولكن لم يكن العرب عامة يلتزمون به. وهناك في الناحية الدينية يعني خلاف في هذه القضية. بعض العلماء يرون أن تغطية الوجه واجبة
هذا مذهب من المذاهب، وأكثر العلماء والفقهاء لا يرون هذا. الرأي الآخر وهو رأي الأقلين عددا والأضعف حجة أخذوا به ونشروه، خصوصا عندما بدأ المجتمع المسلم يدخل عليه أشياء يعني غير حسنة، وتدخل عادات سيئة وتقاليد من أمم أخرى على المسلمين. حينما بدأ هذا أخذ العلماء يقوون هذا الرأي ويتخذونه عندهم. Et moi, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit autant plus se couvrir que moins se couvrir. Parce que comme un hadith, je ne sais plus qui l'avait dit, il disait au plus ta foi elle augmente, au plus tu te couvres. C'est aussi simple. أنا لا أرى هذا، لا أرى أن نلزم المسلمات الغربيات أساسا أو الذين أو اللائي يعيشن في الغرب من غير الغربيات، لا أرى أن يلتزمن بهذا الأمر ما دام ليس هناك يعني نص يوجب هذا. احنا عندنا النص فقط بما يعرف الآن باسم الحجاب، وهو تغطية الجسم ما عدا الوجه والكفين والقدمين أيضا. أنا أرى أنه غير جيد، لأنه يعني عندما تكون المسلمة داعية إلى دينها وتريد أن تتعرض للفرنسيات في بلادها أو للألمانيات أو الإنجليزيات أو الإيطاليات أو غير هؤلاء من الأوروبيات التي تلتقي بهم في مناسبات شتى، لا تستطيع أن تدعوهم وهي مغطاة وهي كذا، لأن هذا المنظر يعني بطبيعته يعني مخيف. المرأة المتعرية يعني في كل ناحية من النواحي حينما تلقى الناس وهي مغطاة الوجه تماما، هذا منظر غير مألوف. ولذلك أنا أرى أنها حينما تتعرض للدعوة يعني تصد الناس عنها، وهي على كل حال لا أؤثمها ولا أقول إنها آثمة، هي مجتهدة ومتأثرة ببعض المسلمات وبعض المسلمين. À partir du moment où une femme choisit librement de porter le voile ou bien le niqab, parce que ça fait aussi partie des interprétations que l'on trouve dans le Coran concernant le port du voile, les deux sont possibles. Il s'agit d'une pratique religieuse. Au nom de quelle vérité peut-on lui dire qu'elle doit enlever ce voile, hein? On agresse sa conscience, on agresse sa liberté religieuse. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on croise une femme qui est voilée, une jeune femme qui est voilée, qui a choisi de porter le voile, et qu'on lui jette un regard qui soit hostile? Que signifie ce regard? C'est un regard qui est ignorant. C'est un regard, quand il est chargé de haine, qui ne comprend pas. Et donc, dans ce cas-là, la réponse à tout cela, c'est précisément le dialogue. C'est précisément le fait de se connaître les uns les autres, de se respecter. Il faut, quand on vit ainsi avec les musulmans, peut-être s'interroger sur ces valeurs, sur la réalité de l'islam. Et les musulmans eux-mêmes, il faut aussi le souligner, ont une responsabilité qui est grave, parce qu'à travers le comportement de certains, à travers les attitudes assez extrêmes d'autres, à travers également le silence, le mutisme qui les accapare quand il s'agirait au contraire de témoigner de la réalité de l'islam, eh bien, ils sont responsables du fait que l'islam soit si mal connu. Ce pays m'étouffe. Je n'ai le droit de rien faire. J'ai peur quand je suis en Irak, j'ai peur de la police, toujours à courir un peu partout. En grande chance qu'on a des champs près de chez moi, parce que j'habite près de l'OTAN, donc il y a l'armée belge et tout. Et je dois surtout aller courir dans les champs et me cacher dans le blé pour pas que la police me trouve.
Et c'est le fermier qui me dit quand je peux sortir des champs de blé. C'est assez marrant, c'est une petite routine que j'ai, mais c'est marrant parce qu'on a chacun nos signes pour venir quand la police arrive. Donc on crie tous ARA, donc A-R-A, donc c'est la plaque de la police. Et dès qu'on crie ARA, tout le monde se met à courir parce que il y a des garçons qui vendent des stupéfiants. Hein, et moi qui en IRAB, moi je cours avec eux. Et donc c'est chacun qui court un peu partout, c'est assez marrant. Mais non, dans la Belgique, il n'y a plus d'avenir. En France non plus, il n'y aura pas d'avenir dans quelques années de toute façon. Il n'y aura plus d'avenir. Ils vont essayer de stigmatiser tout le monde. C'est invivable. C'est simplement invivable. Moi, j'envisage de partir dans un autre pays, clairement. J'envisage de faire la hijra. Avec mon mari, on a parlé de partir en Tunisie. C'est ça qui t'aide à rester patient. Il faut que tu aies le but de quitter ce pays-là, de quitter ce pays mécréant. Ce bas monde, c'est une prison pour le croyant et un paradis pour les mécréants. Bon, de toute façon, ça se vérifie. Hein. C'est vérifiable. Hein. La preuve, on en a des preuves vivantes. Hein. Quand on est une femme et qu'on se convertit à l'islam, c'est d'autant plus compliqué parce que déjà on entre dans une religion qui est quand même largement stigmatisée. Donc forcément, les gens ont des inquiétudes, ont des préjugés, ont des questionnements auxquels il va falloir se confronter et auxquels il va falloir répondre. Et en tant que femme, c'est encore plus compliqué parce qu'on va automatiquement nous soupçonner d'être endoctrinés, d'avoir rencontré un homme musulman qui nous a influencés ou voire même qui nous force à porter le voile ou à pratiquer l'islam. En fait, on va partir du principe que ça ne peut pas être une décision individuelle, ça ne peut pas être un cheminement personnel, c'est forcément qu'on a eu une influence masculine, ou en tout cas une influence extérieure sur nos choix. Et ça typiquement, c'est le sexisme classique en fait des sociétés occidentales, où finalement on veut absolument être dans la libération des femmes, etc., mais où finalement on ne nous laisse pas la liberté d'être ce qu'on est et de faire les choix qu'on a envie de faire. Je me suis convertie, j'étais célibataire, j'ai porté le voile, j'étais célibataire, aujourd'hui je le suis toujours, donc finalement quand les gens me disent « Ah bah t'es mariée, un maghrébin », non, pas du tout, je suis célibataire, libre de mes choix. D'ailleurs, j'aurais pu être mariée et libre de mes choix également. C'est pas parce qu'on est marié qu'on est emprisonné. Mais en tous les cas, c'est toujours quelque part... Des fois, je suis contente d'être célibataire parce que ça me permet vraiment de clouer le bec un peu aux gens et de dire, déjà, ça risque pas d'être mon père ni mon frère qui m'ont imposé ça, parce qu'eux-mêmes ne sont pas musulmans. Et par ailleurs, je suis célibataire, donc je n'ai jamais été soumise à quelconque influence masculine dans mon entourage. Je dis souvent que l'unique mérite de cette loi et d'avoir pu prouver qu'aucune femme n'a été ou n'est forcée. En effet, depuis la création de cette association au mois d'avril 2011, nous n'avons reçu aucun appel de la part de femmes qui est forcée par son mari ou un tiers. Toutes les femmes que nous avons à la permanence téléphonique sont des femmes qui portent ce voile intégral de leur propre gré, qui ont ça dans leur cœur et qui sont prêtes à tout pour garder ce voile intégral, même à aller au-delà de la volonté de leur mari. Déjà, à la base, j'ai toujours été très féministe dans l'âme, on va dire. Je ne supporte pas qu'un homme me dicte quoi faire. En tout cas, surtout quand il n'a pas de raison valable. Alors moi personnellement, de toutes les femmes musulmanes, ou hommes musulmans d'ailleurs, que j'ai rencontrées quand même en 2 ans et demi, même plus de lutte contre l'islamophobie au niveau professionnel, sur le terrain, dans les institutions, je n'ai jamais rencontré, moi en tout cas, de femmes qui subissaient de contraintes, qui avaient porté le voile sous la contrainte. J'en ai jamais rencontré. Au contraire, en revanche, j'ai rencontré des femmes qui rentraient en conflit avec leur famille, donc musulmanes, parfois d'origine maghrébine, etc., avec leurs époux parfois, parce qu'elles décidaient de porter le voile, parce que leur famille s'inquiétait des conséquences que ça aurait au niveau professionnel, au niveau social. Donc, en vérité, je n'ai jamais connu le cas de femmes qui étaient sous pression. Par contre, des femmes qui, du coup, rentraient en conflit avec leur famille sur cette question-là, oui, j'en ai connu. J'ai connu une femme, effectivement, qui a divorcé après avoir décidé de porter le voile intégral. Donc finalement, c'est assez ironique de voir que tous les préjugés qui ressortent au sein de la société, de l'espace public, comme on entend souvent, oui, c'est les hommes qui obligent, etc. Finalement, dans les faits, quand on s'intéresse, quand on va sur le terrain, quand on parle aux femmes concernées, on se rend compte que c'est pas du tout le cas et que c'est même parfois le contraire. Je me sens
en fait, bien ancrée en fait dans ce que je suis. Je me sens bien, je me sens forte et c'est, oui, c'est inexplicable en fait. J'ai vraiment confiance en moi et personne. Je sais que les hommes me regardent pas, ils baissent la tête. C'est un signe de respect déjà. Et les femmes de même. Donc je sais pas, c'est vraiment une confiance en moi. J'ai vraiment confiance en moi et je sais que que rien peut m'arrêter à ce moment-là, à part la police. Toujours eux, hein. Aussi le fait de dire c'est mon corps, il m'appartient. Toi, homme, tu n'as pas à venir le voir. C'est aussi simple. C'est pour mettre des barrières et pour bien comprendre qu'il n'y a pas de mixité, il y aura pas, on n'aura pas à réagir entre nous déjà, entre hommes et femmes. On évite la mixité au maximum. Et puis aussi, de part pour moi, parce que j'en ai marre de me faire draguer dehors, puis je préfère plus me couvrir que me dénuder. Ça, c'est normal. Je crois que tout le monde va le comprendre comme ça. Et je me sens, ben, en fait, comme je l'ai déjà dit, dans ma bulle. Je me sens protégée. Rien ne peut m'atteindre. On va dire, les hommes ne baissent le regard. Porter le voile, c'est vrai quand même quelque part qu'on est, je pense, un peu mieux protégé, en tout cas du harcèlement sexualisé que les femmes subissent tous les jours dans la rue, dans les transports, etc. C'est aussi une des raisons religieuses finalement de porter le voile, pas que, hein, mais c'est une des raisons. Donc c'est vrai que porter le voile, on sent quand même une certaine distance, mais positive en fait. Du coup, avec les hommes, peut-être de manière générale, avec les gens, on se sent quand même un peu plus protégé, un peu plus respecté. Quand les hommes me regardaient, je me sentais comme un morceau de viande qu'un chien d'aller regarder. Donc c'est vraiment comme si j'étais juste un morceau de viande qu'on regardait avec la bouche ouverte, quoi. Et je dirais qu'il est clair qu'au sein de la communauté musulmane, porter le voile pour une femme, ça peut être synonyme aussi d'un plus grand respect. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. J'aurais tendance à dire que oui, mais d'autres pourraient dire bah oui, mais alors si on ne porte pas, c'est pas bien, parce que ça veut dire qu'on serait moins respecté. Pas forcément. En fait, c'est très subtil. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je ne portais pas le voile, mais que j'étais musulmane, j'étais tout à fait respectée. Aucun homme ne m'a jamais manqué de respect parce que je ne portais pas le voile ou quoi que ce soit. Mais malgré tout, quand on le porte, c'est vrai qu'on ressent quelque chose, peut-être qu'on pourrait appeler de baraka, je ne sais pas, mais en tout cas, on ressent, c'est vrai, une sorte de protection. Il y a un certain mal qui a été fait par les promoteurs de cette laïcité mortifère qui vise à éradiquer toute visibilité religieuse et en particulier la visibilité musulmane, qui ont complètement désinformé les esprits sur le contenu, la quintessence même du principe de laïcité, qui a voulu instaurer un régime de liberté et non pas un régime de contrainte ou une forme d'athéisation forcée comme certains tentent de l'implanter ici en France. Pour la loi du 11 octobre 2010, vous avez effectivement une loi qui est censée s'appliquer à toute personne qui dissimule son visage dans l'espace public, tout en instaurant un certain nombre d'exceptions pour les motards, etc., etc. Et là encore, dans la manière d'appliquer cette loi, on constate que les personnes qui sont verbalisées en raison de la violation, de l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public sont très majoritairement, voire exclusivement, des femmes de confession musulmane qui portent le voile intégral. Je pense qu'effectivement la loi de 2010, elle a vu vraiment la prolifération dans l'espace public de discours extrêmement racistes, islamophobes, en tout cas stigmatisants vis-à-vis des musulmans, et en particulier des musulmanes. Et du coup, c'est vrai que ça a eu un impact aussi sur moi, sur mon cheminement, et sur le fait que j'avais vraiment envie finalement de comprendre en fait l'islam et de m'y intéresser. Je pense que oui, ça a eu, mine de rien, un impact. Il y a eu de multiples tentatives d'élargir l'interdiction du port de signes religieux à l'université. Madame Boistard, ancienne secrétaire des droits des femmes, l'évoquait il y a peu. Ces processus législatifs ont contribué à creuser le fossé entre les différents segments de la population. J'ai quand même respecté, hein. J'ai mis mon voile dans la cour pour sortir dans la rue. J'étais dans ma pause déjeuner. Et ben, la directrice de l'établissement a appelé mon ancienne
patronne pour lui dire qu'il était inadmissible que je porte mon voile. Alors ça m'avait bien fait rire. Je me suis dit, bah dis donc, ils abusent vraiment. Ils sont vraiment fous, quoi. Et c'est quoi le problème? Enfin, je sentais que mon voile ne correspondait pas avec ma vie professionnelle parce que j'ai l'impression d'être deux personnalités. T'as l'impression d'être la petite esthéticienne toute maquillée, toute pimpante, et puis quand tu sors, tu te voiles, tu te camoufles, tu te caches. Donc ça aussi, ça m'avait beaucoup frustrée dans ma vie. Là, j'ai réussi à trouver donc, ce local. Donc, il est tout petit, hein, il fait 20 mètres carrés. Mais j'ai réussi à y mettre pas mal de choses quand même en place. Ça a été très étudié. Je kiffe parce que j'apporte de l'amour aux femmes. Je les rembelle, je les épanouis, je les détends. Et puis en même temps, je me fais mon propre kiff aussi. Je peux pratiquer comme je veux. Je suis épanouie dans ma vie, c'est vrai. Dans tous les milieux dans lesquels j'ai voulu travailler, j'ai été contrainte de faire le choix entre retirer mon voile ou travailler. Au départ, j'ai subi, j'ai laissé faire cette injustice. Donc je le retirais, mais le problème c'est que voilà, c'est pas un voile, c'est pas seulement un vêtement, c'est quelque chose qui nous anime tout entier, que l'on étouffe à chaque fois, tous les matins, en essayant d'aller travailler. Donc moi je me suis directement lancée dans l'entrepreneuriat. Donc là ça me permet de respecter mon éthique, de pouvoir faire mes prières. On fait aussi marcher l'économie en fait. Donc notre but c'est pas d'être des smicards ou d'être au RSA. C'est pas ça le but qu'un musulman devra avoir. Au contraire, on aspire à devenir des éléments actifs de la société. Mettre en lumière toutes ces femmes qui travaillent très souvent d'arrache-pied, qui pour la majorité ont été exclues du monde du travail et ont pu, entre guillemets, se réfugier dans l'entrepreneuriat. Qu'elles soient traiteurs, rédactrices, qu'elles soient dans la puériculture, dans l'enfance, l'éducation, le sport, dans tout en fait, elles sont dans tout. Effectivement, à la banque, il y a des restrictions d'image. On n'a pas le droit d'afficher sa conviction religieuse auprès des clients. J'étais en banque, en agence, donc c'était impossible pour moi de combiner religion et travail. Donc effectivement, c'était un élément qui m'a convaincue pour créer ma boîte. Mais j'ai créé ma boîte avant de porter le voile. Peut-être que mon parcours aurait été différent si on avait accepté mon voile dans mon entreprise. Donc Zawesh Box, qu'est-ce que c'est? Donc c'est des coffrets cadeaux dédiés aux couples et aux jeunes mariés. C'est un coffret prêt à offrir, on le commande sur le site et direct il a envoyé à la maison. Chérie, voilà ton cadeau ce soir. Par exemple le coffret qui s'appelle Muslim Lovers qui va être commercialisé dans les jours à venir. Pour homme, monsieur il aura son petit Coran et son petit muscle. Dans notre religion, il n'est pas interdit de se plaire mutuellement, il n'est pas interdit de faire des jeux intimes avec son épouse. J'ai décidé de lancer les coffrets Love Capsule. Donc là, c'est par exemple un soutien-gorge en bijoux qui permet de se faire belle les soirées romantiques avec monsieur. Des petites menottes très soft, juste histoire de faire joli. Un petit bandeau sur les yeux. Je voulais travailler que entre femmes, c'est-à-dire ne pas avoir de contact avec des hommes. Je voulais pas avoir les hommes derrière le dos, alors vous achetez pas, pourquoi, comment. Et puis le commerce en lui-même, il est réservé que aux femmes. C'est que pour les femmes. De cette journée aujourd'hui, c'est d'être entre femmes, de connaître l'une et l'autre chaque commerce, quelle femme fait quelle chose chez elle, et donc voilà, être entre nous. Je pense que la plupart des femmes qui entreprennent justement
surtout les femmes musulmanes, c'est dans un premier temps pouvoir faire une activité où elles sont libres de mélanger à la fois ce qu'elles aiment et en même temps leurs convictions religieuses. J'ai commencé avec ma sœur, voilà, donc comme on est très gourmande et qu'on aime bien les confiseries, on s'est dit pourquoi pas tenter l'aventure justement pour pouvoir proposer voilà, à toutes les sœurs ou même d'autres personnes pour des événements ou autres, de pouvoir consommer des bonbons sereinement, tranquillement, sachant que c'est halal et qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, Bedouine, c'est une marque de prêt-à-porter innovant qui a été créée en 2014 et qui a ouvert ses portes sur Internet le 1er mai 2016. Je m'inspire totalement du mode de vie bédouin et je remets au goût du jour le retour aux sources. Je remplace ça par des bandeaux et des clips. Donc au final, j'optimise au maximum le tissu pour qu'on ait un hijab tout en un. À la base, c'est né de mon besoin d'épanouissement. Donc moi, en tant que femme, j'étais très heureuse, en tant qu'époux, j'étais heureuse, en tant que maman, j'étais heureuse aussi, mais je me sentais inaccomplie en tant que femme. Donc Bedouine est né à ce moment-là. Aujourd'hui en France, on est dans un contexte où on nous interdit l'accès à l'école, on commence à parler de la fac maintenant. Le travail, c'est pas dit, mais nous on le sait parce que moi en tant que voilée, je sais que j'ai été discriminée dans le travail à partir du moment où j'ai travaillé. Alors qu'avant de porter le voile, j'avais travaillé dans énormément de boîtes, mais j'avais même travaillé pour l'État. J'étais gendarme, j'ai été commerciale, j'ai été commerçante, j'ai fait énormément de travail, mais à partir du moment où j'ai mis le voile, j'ai de suite vu la différence parce que j'étais jamais rappelée alors que je répondais aux critères. C'est toujours nous qui sommes attaqués, c'est pas nos époux. Donc aujourd'hui, ma revanche, même si ça n'est pas vraiment une, mais ma revanche, c'est d'avoir créé mon entreprise qui marche très bien, avec mon identité propre. Oui. Mais vous êtes super comme ça. Ben oui, il faut entretenir le décor. Le voile est devenu une notion idéologique. Voilà, c'est devenu un concept idéologique inventé au XXe siècle par l'islamisme. Voilà, les femmes en Occident se sont dénudées, le laxisme moral, sexuel, etc. Et par réaction culturelle, civilisationnelle, on veut protéger la famille, la femme, etc. Donc par prévention, on a dit attention, la femme, il faut qu'elle se couvre, etc., etc. Mais l'homme aussi doit être pudique. Et donc il ne faut pas que la femme paie la facture d'une crispation identitaire. Le fait de dire je suis libre, donc je porte ce que je veux, oui, mais quand on vous dit que c'est une pratique importante, et quand on dit à la femme, si vous ne mettez pas le foulard, vous risquez le châtiment éternel, elle n'est plus libre. Parce que la condition, c'est une violence psychologique et c'est un mensonge que de dire aux femmes, la femme qui ne couvre pas les cheveux, il suscite la colère de Dieu et qui va être châtiée. Il n'y a aucun texte qui menace la femme, ni un texte qui menace pénalement, ni eschatologiquement la femme qui découvre ses cheveux. C'est ridicule que de sombrer dans ces menaces inventées et qui créent de la psychose spirituelle chez beaucoup de femmes et qui pensent qu'elles ne peuvent se réaliser comme femme musulmane qu'à travers un voile. Je pense que ça c'est une arnaque. Il faut relativiser cette pratique et ne pas apeurer la musulmane. Quand je marche dans les allées du Salon du Bourget, je me sens vraiment à part, dans ma bulle à la limite. Je me suis de toute manière toujours sentie différente et là je me sens encore différente de toute manière. Même parmi les musulmans, je me suis toujours plus ou moins sentie différente. J'ai porté le niqab presque 5 ans. Moi j'étais dans l'extrême, aussi bien dans la tenue vestimentaire que dans la façon de penser et dans le rejet aussi des autres. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on est dans ce milieu-là, on n'a pas l'impression d'être dans l'extrême, on a l'impression d'être dans le vrai. C'est ça qui fait toute la différence. Et j'en étais arrivée à ne plus aimer la vie.
C'est-à-dire que je la voyais, j'étais vraiment dans un... J'ai eu des périodes où je me sentais vraiment dans un trou noir, physiquement dans un trou noir. Ça en était vraiment arrivé et j'en arrivais à ne plus avoir effectivement de goût pour la vie parce que finalement on ne vit plus. On n'a plus envie de s'habiller, on n'a plus envie d'être coquette, on n'a plus envie de rien, quoi. On est à la maison, on s'occupe de nos gosses, quand on sort, on est coupé de tout, donc il n'y a rien. Il y a beaucoup de névroses qui s'installent, un grand mal-être. C'est en l'enlevant, en ayant de nouveau des rapports sociaux avec les gens, parce que quand on porte le niqab, on n'en a plus. C'est à partir du moment où j'ai retiré le niqab que c'est comme s'il y avait un voile sur mon cerveau qui s'enlevait en même temps. Les femmes comme les hommes prennent ce genre de livre comme référence, pensant qu'effectivement que pour être une bonne musulmane, il suffit d'être comme ce qui est écrit dans les livres. Et c'est entièrement faux. C'est des livres pour moi qui sont vraiment détestables. Je les suivais parce que je leur donnais du crédit, mais il y avait quand même toujours quelque chose qui me gênait. Dans ces lectures préconçues, toutes faites, sans profondeur. Mais j'essayais de m'y conformer, comme la plupart des femmes font, quoi, pensant que c'est comme ça qu'il faut être pour être une bonne musulmane, quoi. C'est un travail sournois. C'est avec ce genre de livre qu'on s'auto-persuade justement que c'est en appliquant ce genre de texte, en étant comme dans les livres, qu'on va être bonne musulmane, donc forcément se rapprocher de Dieu. Le pire, pourquoi ? Parce qu'il a été écrit par une femme. De trouver ce genre de texte écrit par les hommes, sincèrement c'est pas étonnant, mais que ce soit écrit par une femme, c'est ça qui m'a vraiment le plus choqué, le plus marqué. C'est un livre d'ailleurs que je n'ai pas gardé parce que je le trouve tout simplement détestable. Vu comment la femme est quelque part rabaissée, on lui dicte sa conduite. À la limite, c'est comme si elle n'était pas libre de penser, de réfléchir par elle-même. La loi ne m'a pas fait sortir parce que si ce n'était le conseil de mon ami, je l'aurais pas retiré. C'est-à-dire que lui, vraiment, quand il voyait dans l'état dans lequel j'étais, il m'a dit « écoute, enlève-le parce que si c'est pour te rendre malade, c'est vraiment pas le but ». Et donc ça a été vraiment le point de départ, parce que si lui ne m'avait pas conseillé, je ne sais pas peut-être encore combien de temps je serais restée dans cet enfermement. On nous apprend quelque chose en islam souvent, c'est que plus Allah il aime une personne, plus il lui apporte des épreuves qui sont difficiles. Donc nous on s'imagine que nos épreuves sont difficiles justement parce que Allah nous aime. Donc c'est un cercle vicieux, alors on reste là-dedans, on reste dans cette douleur. Moi, personnellement, je n'ai pas connu d'hommes qui ont forcé leurs femmes à le porter. Je n'ai connu que des femmes qui l'ont porté par elles-mêmes. Pour la plupart, elles étaient célibataires. Maman solo, comme moi je l'ai été aussi fut un temps. Et effectivement, celui qui m'a conseillé de l'enlever, c'est un homme. C'est une polémique pour moi qui n'avait pas lieu d'être. S'ils n'en avaient pas parlé, s'ils avaient laissé le peu de femmes qui le portaient là où elles étaient, on n'en serait pas arrivé ici. Parce que ça serait resté sous silence et sincèrement je ne pense pas qu'il y en aurait beaucoup plus qui l'auraient porté. La loi a eu un effet négatif dans les deux sens. Elle a eu un effet négatif sur les femmes en elles-mêmes parce qu'elles se sentaient oppressées, enfermées, rejetées, donc elles étaient malheureuses. Et d'un double sens parce que justement ça a amené d'autres femmes à le porter en guise de révolte. L'obligation de porter quelque chose sur la tête et à peu forte raison de couvrir son visage n'est pas coranique. C'est culturel. On peut être d'accord ou pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec la burqa. Je pense que c'est inhumain cette affaire. Et c'est rétrograde. Et le prophète n'a jamais accepté ce genre de choses. Une femme qui, pour qu'elle puisse être une calife de Dieu sur terre, c'est-à-dire civiliser la terre, elle ne peut pas le faire en burqa. C'est stupide. Elle ne peut pas être une bonne servante de Dieu et une bonne être humain et accomplir les obligations de l'islam si elle est en burqa. D'autant que le prophète ne l'a jamais fait. Et on a même des hadiths qui indiquent que le prophète avait vu une femme qui était en burqa et qui lui a dit « mais qu'est-ce que tu fais ? Enlève !» Les hadiths authentiques. Donc voilà, ça c'est le côté théologique. Le côté politique aujourd'hui, c'est qu'il y a des femmes aujourd'hui qui pensent que c'est une obligation. Il faut faire un travail avec elles. Il faut faire un débat. Moi, le fait d'ostraciser ces femmes-là est contre-productif. La société française et la communauté musulmane doivent accueillir ces personnes-là, faire un débat. Et leur expliquer concrètement, voilà, argument par argument, au lieu de les ostraciser, de les insulter et de ne pas leur laisser la possibilité de parler parce que ça va les enfermer dans ce sectarisme-là.
Et c'est une erreur que fait la politique française sur ce sujet-là. On ne lutte pas contre une idéologie par l'enfermement. On lutte contre une idéologie par des idées. Les laïcards intégristes sont des ignares. C'est des salafistes. Ils sont comme les autres. Dans les deux cas, ce sont des personnes qui veulent forcer les gens à vivre tel que eux ils pensent être le meilleur mode de vie. Dans les deux cas, il y a une absence d'humanité, il y a une absence d'intelligence. Dans les deux cas, il faut les combattre sans pitié sur le plan idéologique, sur le plan intellectuel d'abord, et sur le plan politique aussi, empêcher les gens à ce qu'ils soient forcés de s'habiller de telle ou telle manière. Une femme qui porte une mini-jupe, elle a le droit de le porter, quand bien même on ne serait pas d'accord. Une femme qui porte le voile sur la tête, elle a le droit de le porter. Nos grand-mères françaises portaient le voile sur la tête, là, dans les années 40, il n'y a pas longtemps. Les nonnes, on les voit, ils vont interdire aux nonnes de porter le voile aussi. Les gens disent des choses, ils ne se rendent même pas compte des conséquences, parce qu'ils visent que l'islam. Si vous interdisez le voile à l'université, une nonne qui vient à l'université, alors elle fait quoi? Elle enlève. Si vous voulez l'interdire dans la rue, les nonnes, comment on fait? On va défigurer toutes les Vierges Marie qui portent le voile. C'est du n'importe quoi. Le racisme est aveugle. Il crée les conditions de sa propre mort. Parce que c'est la guerre civile qu'on veut préparer dans ce pays. Laissons les femmes libres. Alors, vous voulez la liberté, laissons-les libres. Une femme, elle est à la plage, elle veut porter la burkini. Moi, je ne suis pas intéressé par la burkini, je trouve ça ridicule. En termes de création. Mais pourquoi pas? Elle veut aller à la plage en burkini, mais qu'est-ce qu'on a à faire? Du moment qu'elle ne t'empêche pas de t'habiller en bikini. Hein? Même si j'ai quelques réserves pour la bikini, mais chacun son truc. Il faut laisser vraiment les gens libres pour que les gens cheminent par eux-mêmes. Il n'y a que de cette manière-là qu'on peut évoluer. Alors moi, c'est ce que je conseille aux gens. Arrêtez d'être obnubilés par le corps des femmes et soyez obnubilés par le corps social. Dans l'état actuel dans lequel il se trouve, ça crée tous les terrorismes que nous avons, politiques, idéologiques et symboliques. Ça, c'est plus grave. Je suis désolée, c'était marrant. Dis-moi.